Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là à l'heure, d'être là aussi nombreux. C'est vraiment un grand plaisir de passer la journée avec vous, même s'il y a un moment où je suis convoqué par la ministre pour parler du plan hiver, mais je ferai un aller-retour, puis on reviendra tout à l'heure. Merci à Thomas Cazenave d'être venu. L'une des raisons pour lesquelles on a souhaité qu'il vienne vous parler et puis qu'il vienne ensuite répondre à vos questions, c'est parce qu'on en a un peu assez d'être considéré comme le grand ensemble qui serait incapable de se transformer. Tout le reste se transformerait sans nous, ce qui n'est pas vrai. On essaye de mener justement, dans l'esprit dans lequel ça a été dit, des transformations, on essaye, qui soient au service des patients et qui soient au service des équipes et des transformations qui s'améliorent sous des contraintes qui sont très fortes. Quand je vous vois cette fois individuellement, en général, j'entends, par rapport à ce que j'entendais peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, 2 choses. 1, c'est dur. 2, ça bouge. Avant, j'entendais déjà c'est dur. Parfois, j'entends c'est encore plus dur parce que les contraintes sont fortes. J'entendais moins ça bouge. On a l'impression qu'il y a pas mal de changements qui se font, même s'ils ne sont pas suffisants, même s'ils ne sont pas assez rapides, même si parfois vous considérez qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Mais je pense qu'on est sorti de l'ornière. De toute façon, ça sera exactement pareil pendant longtemps et on n'aura pas la possibilité de voir ces changements. Ces changements dans un contexte dans lequel, quand on prend les quelques éléments que nous, on voit, que vous voyez, et que parfois on oublie un peu, il y a 3-4 choses. Premièrement, quand on regarde sur les 4 dernières années, l'AP est plus forte en région Île-de-France qu'elle ne l'était auparavant. Quand on regarde notre part, le nombre de patients qu'on prend en charge par rapport au secteur privé, par rapport aux hôpitaux qui sont en dehors de l'AP, on en prend plus en charge. Donc l'idée que l'AP serait tellement lourde et compliquée que petit à petit elle verrait se rétrécir en peau de chagrin est fausse. Et quand on regarde, deuxième chose, quand on regarde l'année 2018 précisément, qui n'est pas complètement finie, il reste encore un mois, mais quand on regarde les 11 premiers mois, on voit qu'on a un dynamisme très fort sur tout ce qui est activité ambulatoire, que ce soit en chirurgie ou en médecine. Qu'en revanche, comme les autres établissements, on a effectivement plutôt pas une stagnation, mais une augmentation très légère sur l'activité dite conventionnelle. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voulait. Quand, il y a 5 ans, on expliquait qu'on était uniquement à 1/4 d'activité ambulatoire, on disait qu'on devait faire mieux. Et qu'on devait faire mieux à la fois pour des raisons de qualité de prise en charge et des raisons économiques. Et aujourd'hui, on doit tangenter les 40% de notre activité qui est ambulatoire. 4 patients sur 10 ne dorment pas à l'hôpital quand ils sont pris en charge par nos équipes. Et dans la même période, troisième chose, quand on regarde les 4 dernières années, il y a une chose qui m'a rempli de joie, j'espère parce qu'elle est grâce à vous, les infections nosocomiales à l'AP ont diminué de 20%. Les infections qu'on attrape pendant un séjour hospitalier ont diminué de 20%. Pendant cette même période, d'ailleurs, la consommation d'antibiotiques à l'AP a diminué de 9%. Et les deux ont quelque chose à voir. Mais ça veut dire que vous avez réussi avec vos équipes à faire en sorte que pendant cette période, même si c'était une période compliquée et difficile, à avoir sur cet élément, qui n'est pas le seul, mais qui est un élément important de la qualité des soins. C'est-à-dire, un patient, il vient ici pour se faire soigner et pas pour attraper une maladie, à avoir des résultats qui sont favorables et qui nous mettent parmi les tout premiers des hôpitaux français. Et nous, notre objectif, c'est de s'appuyer sur ces bonnes choses pour effectivement faire en sorte qu'on continue à entendre ça bouge et qu'on puisse entendre ça commence à être moins dur. Et c'est ça ce qu'on cherche à faire dans la nouvelle AP. La nouvelle AP, elle s'articule autour de, si j'avais besoin de la résumer avec 4 mots, unité, fédéralisme, souplesse, travail d'équipe. Unité.
L'AP, c'est lourd, c'est gros, c'est 39 hôpitaux, c'est 100 000 personnes, c'est des millions de patients. Est-ce que c'est gérable? Moi, je considère que c'est gérable. À condition qu'on ne se trompe pas sur ce qui définit l'unité de la paix. Pour moi, l'unité de la paix, ce n'est pas les circulaires que je vous envoie pour dire qu'il faut faire comme ci et comme ça. L'unité de la paix, c'est un système d'information unique qui aujourd'hui concerne 37 hôpitaux sur 39 et en 2019, 39 sur 39. Et qui permet que quand vous recevez les internes dans vos services, ils ne se disent pas il faut recommencer à zéro, mais ils savent faire fonctionner le même système d'information. Et qui font que quand vous passez d'un service à l'autre, vous avez le même système d'information. Et qui font que pour les patients, quand on reçoit un patient, ceux qui sont par exemple dans les services d'urgence, quand un patient arrive, vous pouvez ressortir ces données, quels que soient les hôpitaux par lesquels il est passé. L'unité, pour moi, c'est ce qu'on est en train de construire, la plateforme génomique pour l'ensemble des hôpitaux, qui fera qu'on pourra utiliser ce nouvel outil très utile pour la médecine de précision qu'on ambitionne de faire, avec des patients, avec un outil qui est le même outil pour tous. Donc l'unité, c'est plutôt des outils au service du soin que des procédures pour dire comment il faut faire. D'où la deuxième chose, fédéralisme. Fédéralisme, ça veut dire qu'on arrête d'avoir une AP qui soit monobloc rigide, mais une AP dans laquelle les ensembles hospitaliers ont davantage la main. Alors ça, vous l'avez entendu depuis longtemps. Moi-même, j'ai écrit sur ce sujet-là la première fois que je suis venu à l'AP en 1990. Donc je sais quel scepticisme ça peut provoquer. C'est pour ça qu'on s'est donné les moyens de le faire. Se donner les moyens de le faire, ça a été d'abord de composer les nouveaux ensembles hospitaliers pour qu'on ait des ensembles auxquels on puisse déléguer ses responsabilités et pas simplement les éparpiller et du coup avoir envie de tout contrôler. Première chose. Et les ensembles hospitaliers qu'on construit, ce n'est pas des ensembles hospitaliers qu'on a décidé de construire contre les équipes, c'est des ensembles hospitaliers, et c'est le cas pour les deux premiers à PHP.5 à PHP.6, qui sont partis d'un projet médical. Est-ce que je garde mes activités comme cela, ou est-ce que je les réorganise dans un ensemble plus grand pour pouvoir avoir des plateaux techniques plus performants? Et c'est parce que cette réorganisation se faisait qu'on a pu déclencher des investissements et par exemple dire maintenant on est prêt à recevoir des robots chirurgicaux parce que les équipes sont prêtes à travailler ensemble et c'est comme ça qu'on passe cette année de 3 robots dans l'ensemble de l'AP à 12 robots dans l'ensemble de l'AP. La deuxième chose, c'est de se dire, on peut dire qu'on va rendre les choses fédérales, mais si on a un siège aussi gros, pareil, ça ne marchera pas. D'où la décision que j'avais annoncée au début de l'année et qui est en train de se mettre en œuvre, de dire on change le siège, on fait un siège plus petit, totalement différent, organisé de manière différente, où les équipes ne sont pas chacune dans leur bureau avec leurs portes capitonnées, etc., de la même manière que les cadres ne sont pas dans des bureaux avec des portes capitonnées, mais sont au milieu d'un hôpital, travaillant ensemble et travaillant de manière beaucoup plus proche et avec des équipes plus réduites de l'ensemble des hôpitaux ayant davantage de responsabilités. Et aujourd'hui, on travaille avec les représentants des médecins pour leur dire le fédéralisme, ça veut dire que la plupart des décisions, les décisions de recrutement, les décisions individuelles, etc., doivent être prises au niveau des hôpitaux. À nous de faire en sorte que la solidarité existe dans la paix, à nous faire en sorte que la stratégie existe dans la paix, mais pas de faire en sorte qu'on doive donner des autorisations point par point sur tout le monde. Il y a un contrat entre les ensembles hospitaliers et l'unité de la paix, et ensuite ce contrat, il se met en œuvre chacun au mieux, parce qu'ils pourront le faire dans l'esprit de ce qui vient d'être présenté pour le service public. La troisième idée, c'est la souplesse. Alors la souplesse, ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Elle dépend aussi d'un certain nombre de textes qui parfois nous dépassent. Mais la souplesse, c'est de faire en sorte que, quand on regarde l'AP, en fait, l'AP, c'est beaucoup d'activités. C'est des activités traditionnelles de soins et d'enseignement de recherche. C'est d'autres types d'activités, gérer des logements, gérer la distribution de médicaments, gérer des processus informatiques, etc., etc.,
pour lequel le mode de travail n'est pas forcément exactement le mode de travail d'un système de soins. Et donc de pouvoir trouver des organisations qui soient plus souples pour faire en sorte que, par exemple pour l'informatique, on se retrouve avec, et c'est ce qu'on est en train de faire, avec une direction des systèmes d'information qui soit davantage à répondre à vos demandes et à vos priorités que d'avoir, de vous dire « Ah ben ça sera dans 3 ans ou ça sera dans 4 ans parce qu'on a prévu ça dans cet ordre-là et qu'on ne peut pas bouger cet ordre-là. » Donc c'est plus de souplesse par ces organisations. Et puis la 4e chose, c'est le travail d'équipe et la participation. Là aussi, ce n'est pas le plus facile. Mais quand on réfléchit à nos nouvelles organisations médicales, c'est de se dire que ces nouvelles organisations médicales, elles ne sont pas gouvernées par un homme formidable qui sait tout faire, manager, soigner, enseigner, rechercher, aller dans les congrès internationaux, etc., qui sait absolument tout faire, mais c'est plus managé par un collège, par une équipe dans laquelle il y a les représentants de l'encadrement, il y a les représentants des paramédicaux, dans une équipe qui fait travailler cet ensemble-là. Ça veut dire que ce qu'on a évoqué et pas toujours mis en œuvre, de fait de dire qu'il y a des temps consacrés aux réunions d'équipe, c'est des temps qu'on doit pouvoir organiser et mettre en place. Que de pouvoir déléguer le plus possible à ces organisations médicales pour que vous puissiez avoir la possibilité de faire les changements sans passer par des circuits qui aujourd'hui parfois remontent jusqu'à l'avenue Victoria, mais qui demain, pour beaucoup d'entre eux, ne doivent pas remonter à la direction du nouvel ensemble hospitalier, mais pouvoir être traités directement au bon niveau. C'est ça ce qu'on a l'ambition de faire. Donc, derrière la nouvelle AP, qui sont des changements juridiques, des changements du règlement intérieur, des changements de ceci et de cela, il y a ces 4 objectifs-là. Et ces 4 objectifs-là, pour permettre à l'AP de se transformer, et se transformer, c'est investir. On ne se transforme pas si les chambres sont pourries, si les équipements sont vétustes, si les conditions de travail se font dans des bâtiments qui ne sont pas corrects. On n'aura jamais autant investi que les années qui viennent. 2,5 milliards d'euros pour les 5 prochaines années. Je parlais des robots, on parle des nouveaux hôpitaux, on parle des opérations de rénovation, on parle des regroupements d'hôpitaux qu'on fait pour les moderniser et non pas pour les faire disparaître. Et c'est ces éléments-là qui feront qu'on pourra avoir des hôpitaux qui sont adaptés à une activité ambulatoire encore plus importante, à des conditions de travail qui soient moins de courir d'étage à étage, mais mieux organisées, et d'avoir des conditions d'accueil des patients qui soient meilleures qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on puisse arriver, par exemple, je pense, il y en a combien d'entre vous qui sont encore dans des services dans lesquels il y a la toilette à l'étage et pas chambre après chambre. C'est tout? Personne? Allez-y, répondez. Comment? Vous pouvez répondre. Bah ouais, il y en a quelques-uns, non? Bah ouais. Voilà. Nos opérations de rénovation, je sens un frémissement dans la salle en disant est-ce qu'il nous... c'est ce genre d'opération qu'on doit pouvoir arriver à ce qu'avec notre plan d'investissement, on ait effectivement des conditions dignes d'accueil des patients. Voilà, la nouvelle AP, c'est vraiment des modes de travail différents au sein de l'assistance publique. C'est des rapports aux patients qui soient différents. Le formidable succès de cette année sur le label hospitalité, dans lequel il y a aujourd'hui 125 services qui sont engagés en faisant un travail d'équipe, en s'auto-évaluant. C'est exactement ce qu'on veut faire sur la qualité de vie au travail, sur le mode de réflexion dans le service, c'est-à-dire on essaye de définir ensemble les outils, ensuite vous appliquez ces outils, ensuite vous adaptez ces outils à votre réalité,
et on accompagne les changements qui sont réalisés et on utilise notre capacité d'investissement pour faire en sorte que les progrès que vous pouvez faire et qui se traduisent en général, parce que ça va de pair, quand on arrive bien à concevoir les projets, on arrive à faire des projets qui à la fois permettent de répondre aux contraintes qu'on a sur le plan économique et permettent de répondre aux ambitions qu'on veut avoir au niveau du soin. Donc on est dans une période qui est une période dure, comme je le disais en entrée, mais qui est une période vraiment dans laquelle on peut, et ça prend du temps, je m'amusais l'autre jour à regarder ce qu'on disait de mes lointains prédécesseurs. Il y en a un qui s'appelle Louis Mourier. Il y a des gens qui travaillent à l'hôpital Louis Mourier ici? Vous connaissez l'hôpital Louis Mourier? Louis Mourier, c'était un directeur général de la paix dans les années 30. Et alors, je lisais sa vie, et on disait, il a pu commencer à faire quelque chose à la 13e année de son mandat. À ce moment-là, il a construit un hôpital qui s'appelle Beaujon. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Alors nous, on essaye d'aller un peu plus vite, même si on sait qu'on ne fait pas les choses en quelques minutes. Mais on essaye de faire en sorte que les changements qu'on vous décrit ici soient de la réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas un mois sans qu'il y ait quelque chose qui ait bougé, pour faire en sorte que ces changements mis bout à bout arrivent à ce que j'appelle la maladie chronique de la paix. C'est-à-dire à la fois de faire des choses formidables et de se dire qu'on n'arrive pas à faire des choses formidables et qu'on regrette d'être dans des conditions dans lesquelles on ne peut pas donner tout ce qu'on voudrait donner parce qu'on a été bien formé, parce qu'on a le sens du service public, parce qu'on est dévoué, parce qu'on est compétent, on n'arrive pas à le donner. Et nous essayons de faire en sorte que progressivement, et dans cette période-là, on arrive à en donner davantage. Et le tout malgré les différentes contraintes qui font qu'on ne peut pas créer des emplois quand on voudrait créer des emplois, que parfois on supprime des emplois, mais on ne supprime des emplois, justement c'est pour ça que je réduis le siège, c'est pour qu'on supprime davantage des emplois à la tête que des emplois sur le terrain, et que sur le terrain, on le fasse au fur et à mesure de réorganisation qui permettent de pouvoir le faire. Alors, ce n'est pas toujours comme ça. Je sais que dans le débat de la journée, vous nous expliquerez, et c'est pour ça qu'on ne fait pas ça simplement du haut en se disant on s'enferme dans un siège et on regardera ce qui se passe. C'est pour ça qu'on est souvent avec vous. On est souvent avec vous pour savoir, regarder là où ça se tend, là où ça n'est pas comme on aimerait que cela soit, et que de vous donner les leviers pour qu'au fur et à mesure, vous puissiez avoir davantage, vous-même, les outils pour mettre en place ces transformations en tenant compte des contraintes que vous êtes les mieux placés à connaître. Voilà l'enjeu du débat et j'espère que les questions seront nombreuses dans l'échange, à la fois vis-à-vis de Thomas Cazenave sur comment l'État peut voir la transformation de la paix et pourquoi pas y aider, et nous, de notre côté, qu'on ait le retour sur qu'est-ce que vous attendez qu'on puisse faire de plus rapide et de plus efficace pour que vous puissiez travailler mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Merci. Eh bien, maintenant, c'est à vous que revient la parole. Nous avons un quart d'heure, 20 minutes à peu près pour échanger. Je vous demanderai juste de vous présenter avant de poser votre question et d'essayer de poser une question courte et qui soit une véritable question, pas forcément un commentaire. Qui veut commencer? Je sais que c'est toujours un peu difficile d'être le premier qui prend la parole. Où est-ce que je vois une main qui se lève? Profitez-en, vous avez 20 minutes pour pouvoir poser des questions directement au délégué et au directeur général. Allez-y. Bonjour. Oui, ça marche, ça marche. Fred Sopta, je suis cadre paramédical de pôle à Necker, enfants malades. J'ai une question qui sera probablement pas très courte. On a parlé de transformation. Donc, avec la mise en place des pôles, on nous a demandé beaucoup et on a fait beaucoup pour la proximité. J'aimerais savoir, ma question s'adresse à M. Hirsch, comment garantir cette proximité qu'on a mis en place avec la transformation de notre institution en supra-GH. Et il y a une deuxième question qui est, M. Cazenave a parlé de la place laissée au cadre lors de ces transformations. On est en train de définir et d'organiser les DMU. Moi, je suis sur point 5.
Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu la place laissée à l'encadrement parce que sur les groupes de travail, il n'y a pas de cadre. Merci. Merci beaucoup. Donc, une question chacun, une réponse chacun, c'est à vous, allez-y. Merci beaucoup. Le premier point, c'est comment est-ce que vous seriez assez idiot pour dire d'un côté, il faut plus de proximité et de l'autre côté, faire des ensembles plus grands? C'est à peu près ça la question. Je crois que vous avez bien résumé, oui. Alors, est-ce qu'on a la réponse? Moi, je considère qu'aujourd'hui, quand on a Cochin 500 mètres après, Necker 500 mètres après l'hôpital Georges Pompidou, et qu'ils ont chacun leur propre budget, leur propre gouvernance, ils se font concurrence. Au profit de Saint-Joseph, pas loin, et au profit de quelques autres. Et que du coup, ils neutralisent leurs points forts plutôt que les potentialiser. Donc quand on fait ces grands ensembles, ce n'est pas pour dire qu'on va organiser les choses pour que ce que vous vivez dans votre pôle mette 3 couches de plus à être décidé. C'est de dire que quand on réfléchit sur l'urologie, sur ces ensembles-là, il y a une organisation unique qui s'organise sur l'ensemble de ces hôpitaux plutôt que de se faire la guerre ou de se faire la concurrence. Et je pourrais dire la même chose entre Pitié et Saint-Antoine, pour lequel il y a juste un pont sur la Seine entre les deux. C'est ça ce qu'on veut faire. Et de faire en sorte que quand il y a des investissements qu'on peut réaliser, c'est des investissements qui puissent partager par les équipes. Pour moi, APHP.5 en concret, ce n'est pas de savoir comment est organisée l'équipe de direction, c'est de savoir si, face à un col du fémur cassé qui arrive aux urgences d'HEGP, il va attendre 5 jours à HEGP, parce qu'HEGP s'est spécialisé dans le rachis, ou est-ce qu'il va être pris en charge tout de suite à Cochin, parce que le service d'orthopédie de Cochin, qui fait plus la prothèse et plus le col des fémurs, et celui d'HEGP vont travailler ensemble pour se répartir le boulot et que le patient ne reste pas 5 jours à avoir une diminution de chance. Quand je réfléchis à PHP.5, c'est de savoir si le fait qu'il y ait un service de cardiologie et de chirurgie cardiaque pédiatrique à Necker et un service de chirurgie cardiaque adulte à HEGP permet de prendre en charge les cardiopathies congénitales, c'est-à-dire ceux qu'on a opérés quand ils avaient 3 mois, quand ils auront 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, est-ce qu'un ensemble adulte-enfant va être capable de les prendre en charge plutôt que de les envoyer ailleurs ou de ne pas les prendre en charge nulle part en France? Ça, c'est comme ça que je vois APHP.5. Quand je vois APHP.6, c'est de savoir s'il est normal qu'on ait, au moment où il est encore plus difficile d'avoir accès aux organes, 2 services de transplantation rénale à 600 mètres de distance qui font que les organes restent en moyenne, je crois, 18 heures avant de pouvoir être utilisés. Ou est-ce qu'on fait un service de transplantation rénale plus fort qui permettra d'être plus efficace et d'avoir accès plus rapidement au greffon? C'est ça la logique de ces ensembles-là. Ce n'est pas une logique de grands ensembles administratifs. Et donc, comme on veut cela d'un côté et de l'autre la proximité, c'est pour ça qu'on considère que ce qu'on n'a pas bien su faire avec les groupes hospitaliers, c'est-à-dire donner une vraie existence au site, on doit être capable, parce que de toute façon c'est obligatoire, avec des ensembles hospitaliers plus larges. Et qu'on redonnera plus d'importance au site. Et qu'en donnant plus d'importance au site, il y a effectivement ce qui... Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire par exemple avec Sylvain Ducrot, qui est DRH depuis 2 mois et demi, après avoir dirigé 2 groupes hospitaliers de la paix, d'organiser que la fonction RH soit la fonction RH qui est, j'allais dire, au service quotidien du personnel, soit renforcée dans les sites plutôt que doit être éloignée des différents sites. C'est ce genre de choses qu'on veut faire. De la même manière, et ça fait la transition avec le sujet des départements médicaux universitaires, de faire en sorte qu'il y ait effectivement plus de responsabilités dans ces départements médicaux universitaires que de responsabilités plus larges. Alors, ça n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de cadre dans le groupe de travail. François Crémieux est quelque part? Ben oui, voilà, François est là-bas.
Tu peux venir 2 secondes? Mais de toute façon, il sera là pour la table de ronde et Au il nous secours, expliquera comment pour ça s'est m'aider. passé. Parce que sinon, personne ne va me croire. Je vous connais. Je vous connais par cœur. Voilà. Il y a aujourd'hui un groupe de travail sur les DMU. C'est vrai que tu n'as pas mis de cadre? Alors d'abord, l'appel est... Merci beaucoup. Non, donc il y a quatre représentants de l'encadrement. Il y a à la fois 2 cadres paramédicaux de pôle. L'une est cadre paramédicale à Avicenne, l'autre est cadre paramédicale de pôle à Ambroise Paré. Et il y a 2 directeurs des soins. L'un est directeur des soins à PHP.5, monsieur, et l'autre est directeur des soins, je suis pris au dépourvu, de Ambroise Paré, pardon. Voilà, donc il y a 4 représentants des soignants, 2 cadres paramédicaux de pôle et 2 directeurs des soins. Peut-être une précision de plus, le groupe de travail en question travaille pour l'instant sur des sujets très macro et très généraux, en aucun cas sur le découpage des pôles ou sur leur organisation à l'intérieur des groupes hospitaliers. Et donc il y aura une deuxième étape qui sera l'association de l'encadrement de chacun des groupes hospitaliers de demain à l'organisation précise à l'intérieur des groupes. Et évidemment, l'encadrement en sera partie prenante. Merci François. De toute façon, ce sera l'objet également de la première table ronde où on parlera beaucoup des DMU. On aura l'occasion d'en reparler dans la journée. Oui, beaucoup à plusieurs reprises. Thomas, si vous voulez réagir également. Juste sur la question sur non, les mais cadres. pas sur l'AP, sur un Sur les enseignement plus général. C'est-à-dire que on a, sur un domaine que je connais un peu mieux au sein de l'État, plein de réformes qui n'ont jamais été mises en œuvre. Voilà. Des décrets. Et une des principales difficultés auxquelles on fait face, c'est l'enjeu d'exécution. Et toutes les réformes, de toute manière, qui ont été conçues sans l'encadrement et sans l'encadrement intermédiaire, c'est comme ça, c'est une loi quasiment statistique, elle ne débouche sur rien. Donc l'exigence d'association et de mise en mouvement, la bonne association, c'est un enjeu pour moi d'exécution et de réussite des réformes. On essaie de le promouvoir de manière transversale dans toutes les réformes que l'on construit. Je vous en citerai une qui est très loin de la paix à dessein, puisque je ne suis pas assez spécialiste pour en parler, mais la réforme de l'organisation territoriale de l'État, par exemple, on est à la veille d'une réforme assez profonde. On a fait travailler très largement les directeurs départementaux, les directeurs régionaux, les sous-préfets d'arrondissement, parce que de toute manière, on aurait pu dessiner en chambre, voilà quel est le bon schéma, peut-être que c'est le bon, mais de toute manière, il ne sera pas mis en œuvre. Donc il y a un véritable enjeu pour moi d'association de l'encadrement de proximité, parce que sinon, de toute manière, nos réformes resteront lettres mortes. Merci. Une autre question? Je Oui, peux- bien sûr. Moi, poser une question. Est-ce que vous lisez 7 à la paix? D'accord. Est-ce que vous avez vu donner votre avis sur les DMU? Oui. Ceux qui disent non n'ont pas lu 7 à la paix. C'était un piège. Est-ce que certains d'entre vous ont envoyé 3 lignes en disant je suis intéressé? Oui, qui? Levez les mains. Il y a une main qui se lève là. Pas. Voilà. Il est encore temps. Non mais, je veux dire, on est nombreux, les organisations sont complexes. Donc on essaye de constituer des groupes de travail dans lesquels vous avez des représentants. De la même façon que les séminaires qu'on organise régulièrement, il y a des représentants via les commissions de soins infirmiers. Et on essaye de faire en sorte que celles et ceux qui ne se sentent pas complètement représentés, etc., puissent avoir un mode d'expression direct. Et je vous promets qu'on regarde ce que vous envoyez dans ce cas-là. Donc vous pourrez, ça s'appelle je ne sais plus quoi, DMU, quoi, on vous redonnera l'adresse. Vous avez un endroit où vous pouvez dire un certain nombre de choses qui sont prises en compte. Alors, ce n'est pas comme vous réunir tout le temps, d'où l'intérêt de la journée d'aujourd'hui, dont j'espère que vous aurez l'occasion d'exprimer en disant, pas simplement on n'est pas représenté, mais de dire, on aimerait que sur les DMU, vous preniez bien en compte cet aspect-là, ou bien en compte cet autre aspect-là, etc., etc. Ça permet d'avoir le message direct qui nous parvienne. Et puis, par ailleurs, que vous vous appropriez ces espaces qui permettent de pouvoir faire passer des messages. Je vous donne l'adresse, c'est dmu@aphp.fr. C'est pas trop compliqué comme adresse. Une question là. Voilà, merci. Allez-y, madame. Vous présentez puis vous posez votre question. Merci beaucoup. Nathalie Ogdet, je suis responsable de formation continue.
Ce n'est pas une question, ce sont plutôt des réflexions, des réactions par rapport à ce que vous avez exposé. Très court, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Pardon, oui, je vais me dépêcher. Par rapport à M. Cazenave, qui nous a exposé un service public qui soit plus près de l'usager, avec quand même un petit oubli. Enfin, il a évoqué, par exemple, l'expérience de Cahors. Et effectivement, nous, ce qu'on vit en ce moment, c'est plutôt des décisions complètement verticales sur, voilà, on a décidé que ça allait être comme ça, sauf qu'on n'est pas contre un changement de l'institution, on est dans l'évolution, nous aussi. Mais on ne demande absolument pas l'avis des personnes qui vivent au quotidien, justement, cette question de la proximité des usagers. Et la deuxième réflexion, c'est on a mis en place les GHT, les groupes hospitaliers, en tous les cas à la PHP. Quel retour d'expérience on a tiré de ça? Parce qu'on entend, M. Martin Hirsch, beaucoup de questions autour du médical, de la concurrence aussi dans la santé, mais on n'entend pas tout ce qui est les personnes qui mettent en œuvre tout ça. Et lorsque les GH ont été mis en place, il y a eu beaucoup de casses, on va dire, au niveau des personnes qui mettent, je dirais, l'huile dans les rouages pour que toutes ces questions puissent fonctionner. Et vous avez pris l'exemple de Necker et de la cardiopédiatrique et de l'avenir d'un patient qui serait pris en charge en pédiatrie, qui ne l'est plus après en adulte, pour avoir travaillé, ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'institution, travaillé justement dans le service de cardiopédiatrique. Avant tout ça, il y avait des médecins qui faisaient le pont, et ça n'a jamais empêché, j'allais dire, cette transversalité qui existait de manière peut-être plus informelle, mais qui existait. Et voilà, en tous les cas, il y a un sentiment de... aujourd'hui, on décide d'un grand chambardement, mais je rejoins le cadre de Pôle. On n'a pas l'impression qu'on se pose la question avec les acteurs de terrain, hormis les médecins. Merci. Attention, toute la journée va être consacrée à ces questions-là. Est-ce que vous voulez bien répondre? Je demande de façon... une réaction ou une autre question, comme vous voulez. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, nous, on essaye de faire en sorte qu'effectivement, on entende les équipes et que les équipes, ça ne soit pas que, selon la tradition, les représentants médicaux. En fait, on a un double paradoxe. On a à la fois, dans l'hôpital français en général et dans l'hôpital et à l'AP en particulier, un besoin supplémentaire d'avoir des médecins davantage impliqués dans les transformations et les changements en situation de responsabilité, et qu'ils ne prennent pas le monopole de « nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour les patients ». Alors, j'en reviens, c'est pour ça aussi qu'on souhaite que dans la gouvernance des départements médicaux universitaires, il y ait, j'allais dire, dans les collèges à égalité avec les médecins, des paramédicaux, parce que les enjeux qu'on a aujourd'hui, vous êtes responsable de formation continue, qui sont de pouvoir développer les pratiques avancées, de pouvoir développer les protocoles de coopération, etc. C'est des choses, de pouvoir développer la recherche paramédicale, c'est des éléments dans lesquels les responsables, les cadres paramédicaux doivent être investis de davantage de responsabilités pour que ça fonctionne. Merci. Éventuellement une dernière intervention. D'ailleurs, on me dit derrière le poteau. Levez-vous qu'on ne vous voit pas. Voilà. On vous apporte le micro tout de suite. Bonjour messieurs, Karine Corbrion, directrice des soins sur le groupe hospitalier Paris-Nord-Val de Seine. Une question très pragmatique pour les cadres de santé. Aujourd'hui, APHP.5, APHP.6 donc, ont déjà été mis en œuvre. Les autres nouveaux ensembles hospitaliers vont bientôt arriver dans un contexte de réforme de la fonction publique en général, pour lequel M. Cazeneuve nous a donné un éclairage au plan national. Aujourd'hui, concrètement, pour un cadre paramédical de santé, comment peut-il contribuer à apporter sa pierre à l'édifice, à ce plan de transformation, en étant à la fois... Alors bien sûr, j'ai bien entendu qu'il était possible de s'exprimer sur le site internet concernant la mise en œuvre des DMU et leur constitution et leur élaboration.
J'ai bien entendu aussi pour les cadres paramédicaux de santé qu'il y avait une valence paramédicale avec une gouvernance qui serait plus ouverte que pour les pôles tels qu'ils ont fonctionné depuis quelques années à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Concrètement, pour un cadre paramédical qui gère une unité de soins avec une équipe soignante dans une relation managériale bicéphale avec un responsable médical, comment peut-il aujourd'hui apporter sa pierre à l'édifice pour contribuer à ce grand ensemble? Martin. Attendez, lâchez pas le micro. Pardon. Je suis sûr que vous-même, vous avez des idées, des débuts de réponse à votre question. Bien sûr. Donc allez-y. Faites l'étape suivante vous-même déjà. Non, mais l'étape suivante, elle est à partager aussi avec les cadres de santé qui sont présents ici aujourd'hui. L'idée étant que ce ne soit pas porté par une voix unique. Comment vous avez envie de participer? La participation, elle me semble, et vous l'avez évoqué, elle me semble effectivement à renforcer en termes de proximité de site. Après, de quelle manière est-ce que ce peut être des groupes de travail auxquels les cadres sont conviés? Est-ce que ce peut être une organisation à partir d'une animation polaire, puisque les pôles continuent encore à fonctionner sur une période encore déterminée? Je crois qu'il y a plusieurs possibilités de participation, la créativité de chacun, et j'aurais envie de dire l'apport individuel de chaque cadre paramédical permettra de fabriquer un chemin et une feuille de route, me semble-t-il. Martin, une dernière réaction. Alors, effectivement, comme je disais, sur APHP.5, APHP.6, on est parti première étape, pour savoir si on devait les mettre ensemble, on est parti première étape du projet médical. Et le projet médical, il a été fait... je parle sous le contrôle de celles et ceux qui ont été impliqués dans ces hôpitaux, davantage par les équipes médicales. Sur le côté, est-ce que oui ou non, je donnais des exemples tout à l'heure, est-ce que oui ou non, on a des choses à attendre d'un ensemble plus grand que chaque hôpital de son côté? Ensuite, ça n'est qu'une étape, c'est-à-dire c'est le moment qui permet de déclencher et de dire oui, on y va. À partir du moment où on dit oui, on y va, il y a comment on y va. Et dans le comment on y va, qui est le début de ce qui se passe à PHP.5 et à PHP.6, et qui va se passer sur les autres ensembles, puisque probablement d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire pendant ce mois de décembre, on va déterminer le périmètre des nouveaux ensembles. Comment Saint-Louis-la-Riboisière, Robert Debré, HUPNVS et Avicenne, HUPSSD vont pouvoir s'organiser pour travailler ensemble. Comment Henri Mondor, comment Bicêtre, HUPS, comment UPIFO, Ambroise Paré, nouvelle Ambroise Paré avec le nouveau Garches, plus les hôpitaux qui sont dans cette mouvance-là, vont pouvoir travailler ensemble. Et que du coup, on pourra, dans ces ensembles-là, travailler à la fois sur le projet médical, sur l'organisation des départements médicaux universitaires et sur l'organisation des sites. Donc, vous allez être conduit à être impliqué dans les étapes qui vont s'ouvrir tout au long du premier semestre 2019.